Nous sommes aujourd'hui au Dialogue franco-russe pour parler du sujet brûlant d'actualité, puisque c'est le sujet dont on parle tous les jours partout, la vaccination, le confinement, le couvre-feu et la pandémie Covid-19. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir ici Régis Le Sommier, à côté de moi, grand reporter et directeur adjoint de Paris Match, qui va témoigner de son voyage, pas clandestin par contre, à Moscou l'année dernière, au tout début de la pandémie, et vous allez en parler au mois d'octobre. Ah, mois d'octobre, je pensais que c'était au mois d'avril. Bon, voilà. C'est mois d'octobre au milieu, en fait. Voilà. Nous avons Alexandra Rion-Code avec nous, chercheure, directrice de l'Institut de recherche Simplissima, qui va donner son avis tranché sur la pandémie qu'on connaît. Plusieurs personnes connaissent votre avis. Ça, c'est intéressant puisqu'il y en a pas mal qui également le partagent. Nous avons Dr Stéphane Corbière avec nous aujourd'hui et nous sommes vraiment très heureux de vous avoir ici parce qu'on a eu quelques difficultés d'organisation à la dernière minute concernant notre intervenant Philippe Pouletti qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc du côté russe, nous avons là, on voit très bien Leonid Pechatnikov devant vous sur les écrans. Qui est doyen de la faculté de médecine de l'Académie russe auprès du président spécialisé en économie nationale, administration publique, conseiller santé du maire de Moscou et tout simplement médecin. C'est pour ça votre avis nous intéresse aujourd'hui, évidemment en tant que médecin russe, en tant que conseiller santé du maire de Moscou et en tant que professeur également. Nous avons avec nous également Olivier Badelon, docteur, qui a également son avis très intéressant, qui nous intéresse aujourd'hui, puisque ce qui nous intéresse, il y a deux côtés. Il y a un côté scientifique, chercheur médical, et un autre côté, et malheureusement c'est le cas, c'est le côté politique, puisque apparemment, le traitement médiatique de la vaccination varie en fonction du pays fabricant du vaccin. On a compris. Bon, après, c'est à vous de dire ce que vous en pensez, et c'est peut-être Régis qui va aussi en parler. Très heureuse d'avoir Vladimir Primak avec nous, c'est directeur du fonds russe des investissements directs. Bonjour Vladimir, vous m'entendez? Bonjour Madame. Merci beaucoup d'être là. Vous allez éclaircir la situation sur ce fameux vaccin Sputnik V, parce que tout le monde en parle, mais peut-être pas beaucoup de monde savent exactement de ce qu'il parle, dont il parle. On a Olga avec nous, interprète, qui va aider nos collègues russes en traduction simultanée. Je la remercie d'être là. Nous avons avec nous Monsieur Talibov Azer Mutalimoglu, il est directeur général de la banque Roseximbank et c'est intéressant puisque c'est aussi un sujet qui compte puisque Azer s'est joint à nous un peu à la dernière minute, mais il a quelques mesures intéressantes peut-être à proposer à ceux qui veulent vacciner en Europe, pour racheter le vaccin russe en Europe. Je mets en préambule que je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un journaliste scientifique non plus. Même si j'ai beaucoup travaillé sur le Covid depuis l'apparition, il y a un an, un peu plus d'un an, de ce virus, en fait, depuis le début de la pandémie. Pour ce qui concerne donc le vaccin russe, donc le Sputnik, j'ai eu l'occasion, Irina en disait deux mots tout à l'heure, c'est là-dessus que je peux peut-être apporter un petit peu ma pierre à l'édifice, ou en tout cas des pistes de réflexion, d'aller visiter à Moscou en octobre dernier, donc le 10 octobre, pendant une semaine en fait, les différents centres et surtout l'Institut Gamaleya où a été donc confectionné le virus en fait, qui est le centre en fait d'études pour les virus dans la banlieue ouest de Moscou. Ce qui est très intéressant, enfin ce qui m'a marqué à l'époque, alors je considère que donc je ne suis pas expert, mais je m'étais beaucoup penché sur la question. Il y avait une course mondiale engagée entre plusieurs pays pour atteindre donc
donc le virus, et les Russes avaient annoncé, par l'intermédiaire du président Poutine, qu'il y avait eu un vaccin, que le vaccin avait été fabriqué, enfin en tout cas qu'on avait abouti à un vaccin à peu près, je crois, fin août donc 2020. Donc c'était le 11 août, voilà. À l'époque, cette déclaration avait été accueilli avec plus ou moins de scepticisme. On se demandait comment les Russes ont pu y arriver aussi rapidement. Dans la course, il y avait les Chinois, évidemment il y avait Pfizer, il y avait Moderna, il y avait BioNTech, donc le laboratoire d'Oxford, enfin de Cambridge, pardon, AstraZeneca, enfin bref, tout ça était déjà en préparation, mais voilà, il semblait que les Russes avaient annoncé qu'ils avaient une longueur d'avance. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique qui a eu lieu à l'époque, parce que les Russes l'annoncent, forcément, c'est accueilli avec scepticisme. Mais ce que j'ai remarqué, ce qui m'a vraiment beaucoup frappé pendant ce reportage, c'est l'interview que j'ai faite du chef des scientifiques à Gamaleya, qui s'appelle Alexandre Ginsburg. Et qui donc m'a expliqué comment ce centre en était arrivé à confectionner ce vaccin à partir de plateformes ayant servi à la thérapie génique au départ, ensuite à la confection d'autres vaccins, notamment d'un vaccin contre Ebola et d'un vaccin contre le MERS, qui était un coronavirus qui avait frappé au Moyen-Orient, assez mortifère, mais qui se propageait pas autant que la pandémie. Donc ils avaient déjà une certaine expérience, et donc ils avaient réutilisé le même protocole, en tout cas pour parvenir à confectionner le vaccin. Alors ça, c'était la partie scientifique, mais la même semaine, la semaine où j'étais à Moscou, Johnson & Johnson aux États-Unis a annoncé qu'ils arrêtaient leur essai de phase 3, leur essai de masse, à cause justement d'une inflammation de la moelle épinière d'un patient. Il y avait déjà eu le même problème avec Cambridge. Donc j'ai posé évidemment la question au leader, au chef des scientifiques russes. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, en fait, dans la confection de ce virus au niveau mondial, il y a 3 aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect financier, c'est un marché de 100 milliards de dollars, enfin c'est un truc incroyable. Donc évidemment, plus il y a de candidats, moins il y a de... Voilà. Donc il y a une donne financière énorme. À l'époque, il y avait à peu près, je crois, 42 centres qui s'attelaient dans le monde à confectionner le vaccin, dont 10 qui étaient en bonne voie d'y parvenir, et on voit les résultats aujourd'hui. C'était en gros ces 10-là. Et donc, il y avait un aspect évidemment géopolitique, avec tout un tas de sous-entendus, et qu'il y avait la communauté des scientifiques. Et je voyais ce scientifique russe me dire qu'il était désolé, sincèrement, pour ses collègues de Cambridge ou de Johnson & Johnson, que visiblement il y avait parmi ces scientifiques pas du tout de concurrence, mais plutôt une espèce de volonté farouche de faire éclore ce vaccin, en disant, voilà, parce que vu ce qui se passe, il faut qu'on y arrive le plus rapidement possible. Et donc on était dans cette interview à milieu des considérations politiques, de savoir qui allait y arriver en premier, qui allait rafler la mise, etc. Est-ce que les vaccins étaient fiables, est-ce qu'ils n'étaient pas fiables, etc. Bref, j'ai découvert ça, et ça m'a pas mal marqué, parce que je me suis dit, il y a quand même de l'espoir dans le genre humain, puisque au moins la communauté scientifique mondiale, je dis pas qu'elle est étrangère à toute tension ni à toute considération. En tout cas, voilà, c'était le monde de la recherche qui se mettait en place. Quand j'y suis arrivé, c'était quand j'étais à Moscou, c'était en octobre dernier. Donc déjà les Russes m'ont impressionné, moi, quand je suis arrivé à l'aéroport aussi, avec les tests immédiats à l'aéroport, résultat en 1 heure. En France, on était 3 jours pour avoir le résultat, le PCR, machin. Parce que moi, j'ai quand même beaucoup voyagé l'année dernière dans divers pays, et le test PCR pour nous, journalistes, reporters, tout ça, c'est un moment, c'est toujours pénible, parce que quand on est dans le pays, il faut
pour refaire un test PCR pour repartir, etc. Là, à Moscou, ils avaient travaillé effectivement sur des labos des petits labos qu'ils amenaient dans l'aéroport, et tous les passagers étaient testés à l'arrivée. Voilà, donc il y a eu ces deux dimensions. Ensuite, je pourrais raconter aussi mes discussions aussi avec les patients qui avaient reçu le virus à l'époque. Mais c'est surtout ça. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai respect mutuel pour beaucoup de scientifiques travaillant dans divers labos dans le monde pour essayer au plus vite de trouver une solution, et la solution du vaccin pour faire face à la pandémie. Voilà. Merci Régis. Donc on sait que le Sputnik V en ce moment, donc actuellement approuvé par 49 pays. Elle a déjà été approuvée donc Hongrie, Slovaquie et République tchèque. On a su récemment, il y a 2 jours, que l'Italie va faire la production sur son sol du vaccin russe. Quels sont d'autres... Est-ce que vous pouvez faire, Alexandra, en petite observation des vaccins existants sur le marché français, et faire le point sur la vaccination en France et ailleurs dans le monde selon les données dont vous disposez. Voilà, juste pour comprendre aussi comment on gère la pandémie, puisque la vaccination c'est la suite de la gestion de la pandémie, partout dans le monde. On parle surtout en Europe, en France, et après, avant de donner la parole aux collègues russes, justement pour comprendre comment ça se passe à Moscou, c'est avec Léonide et Vladimir qui va nous donner des chiffres, pas des chiffres, mais l'explication du Sputnik plus général. Bonjour Irina et bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Grand merci pour l'organisation de cet événement qui permet quand même de confronter un petit peu des vues différentes. Parler d'une chose quand même très importante, c'est que dans cette crise, il y a eu un déni des institutions. C'est pas mineur, hein. C'est assez majeur, c'est assez sans précédent. On ne connaît pas cela, et c'est très important d'insister parce qu'il se trouve qu'en France, nous avions bien travaillé, nos politiques avaient commis un rapport de très grande faction, de qualité remarquable, qui était le rapport du Sénat suite à H1N1 avec 38 recommandations que j'aimerais bien d'ailleurs qu'on prenne à la fin comme ligne de conduite dans l'amitié franco-russe, et ça me semble très important d'essayer de remettre un petit peu les institutions et leur rôle et leurs responsabilités au cœur de cette crise que nous vivons. Le deuxième aspect, c'est que vous avez dit, Irina, que j'avais des opinions toujours tranchées sur les choses. Alors, ça montre bien que j'ai droit à une caricature dans les médias qui ne me correspond pas. S'il y a vraiment une chose que j'aime bien faire, c'est plutôt poser des questions, quitte à ce que ce soit patauger là où il ne faut pas, et balancer non pas un pavé, mais véritablement une question. Et je me sens assez libre, c'est ce qui me reprochait, je crois, de poser toutes les questions, et c'est ce qui peut-être, quand c'est à contre-courant d'un mouvement, paraître tranché, mais si j'ai des solutions tranchées dans ce domaine-là, j'en ai pas beaucoup. Donc ça, c'est un aspect. Et puis, par rapport à l'absence de Monsieur Poletti, que je regrette évidemment beaucoup, parce que son expérience, sa formation était ce qu'il nous fallait, parce que le côté financier, non pas que vous n'êtes pas ce qu'il nous faut aussi, mais je ne sais pas quelle est votre exposition financière, mais comme vous l'avez dit, il y a un aspect financier, géopolitique, que je ne suis pas à même de traiter. Voilà. Après, pour le monde bisounours des scientifiques, on repassera. Hélas, non, la communauté ne fait pas exception. En revanche, la communauté scientifique avait pour habitude de ne pas avoir de problème à la disputatio, du mot latin, et au débat. Et donc, en fait, surtout à ne pas être d'accord, parce que quand on a une découverte, on va dans des congrès, on les expose, et là, on les met, et là, vous avez tous les collègues qui prennent leur bazooka et qui tirent à vue, non pas pour tirer sur vous, mais parce qu'ils se posent des questions.
Donc c'est voilà. Alors si je peux résumer, c'était juste pour dire que je n'ai pas eu un sentiment de guerre froide entre scientifiques. Non, voilà, c'est vrai. Ouais, c'est sur ce point du vaccin. Absolument. Et c'est absolument. Ouais, et le problème, c'est que la guerre froide, on l'a vu en interne avec un épisode quand même tout à fait tragique pour l'histoire de France, qui est que l'histoire de Pasteur et de son développement pour des querelles intestines, d'ego et c'est très grave. C'est quand même suffisamment grave. Je ne suis pas sûre que le public le sache, et c'est pour cela qu'on a dû jeter l'éponge. Ce n'est pas parce qu'on était dans un échec et une voie sans issue, c'était parce qu'il y a eu des problèmes relationnel. Donc, vous voyez comme c'est important d'accepter de débattre et de trouver les points communs. On en trouve toujours. Et ça m'amène à la raison de cet événement, Irina, que vous faites, et puis votre travail ici, c'est l'alliance, le dialogue franco-russe. Ça n'a pas toujours été un dialogue fait de roses et de cadeaux. C'est ce qu'on appelle l'amitié. C'est, à mon avis, entre... si on prend 1717, Vladimir le Grand, Pierre le Grand, Vladimir Poutinéou, et qu'on chemine comme ça fait plus de 300 ans, qu'on a des histoires d'amitié, de rupture, et qui, sur ce chemin, ont montré des belles choses. Et là, on est sur les Champs-Élysées, on n'est pas loin de cette salle de Sergueï Rachmaninov, place de l'Alma, juste en face de cette splendeur de cette cathédrale Saint-Serge, qui sont des témoins vivants de cette amitié franco-russe, du fait que nos liens sont bien là, vifs, et qu'ils doivent surtout continuer, y compris par la science. Et je tiens à préciser que j'ai peu de contact avec mes homologues russes, probablement parce qu'on les voit peu dans les congrès qui se tiennent en général aux États-Unis et qui sont en anglais. Donc je crois qu'aussi il y a un peu une barrière de la langue qui... Voilà. Alors, pour revenir à nos moutons, qui est ce problème de vaccination, je crois que s'il y a vraiment une problématique que je souhaite poser, et que le seul article la seule publication scientifique à l'avoir sorti un petit peu en discussion, c'est l'article sur Sputnik V. C'est le fait que est-ce qu'il y a une indication à vacciner d'une façon massive, tout vaccin. Est-ce que c'est un positionnement qui tient la route? J'ai entendu que, si je ne m'abuse, que le ministre de l'Intérieur, je crois, a émis ses réserves sur le passeport vert et sur l'intérêt qu'il y aurait d'un passeport vert. Et en fait, au-delà du passeport vert ou de toutes les couleurs, d'ailleurs, on s'en fiche. Je me demande bien pourquoi il est vert celui-là. Mais bon, bref, c'est la question de soigner tout le monde de la même façon, qui pose évidemment un problème à l'heure d'aujourd'hui, où on sait que par la pharmaco, en fait par toutes nos études sur les patients face à un médicament, on sait qu'ils réagissent différemment. Et on était plutôt dans la mouvance, grâce à la génétique, pour ne pas la nommer, en route vers la médecine personnalisée. Alors là, en échec flagrant et total de mesures on vaccine tout le monde, c'est pour moi une forme quand même d'obscurantisme ou de refus d'une grande partie de tout ce qu'on a amoncelé en compréhension des différentes choses. Donc ça, c'est quand même important. Et du coup, dans l'article, la publication de Sputnik V, ils envisagent, enfin, il y a tout le temps, de façon un petit peu récurrente dans l'article, cette chose de dire, mais on choisit quelle strate de la population, quels âges et finalement quelle cible. Parce qu'évidemment, une stratégie vaccinale, en général, elle cible, elle peut être collective, mais à ce moment-là, elle doit entraîner une baisse de la mortalité, une baisse des hospitalisations, une baisse de la transmission et une baisse
de la circulation du virus. Je me permets de le répéter parce que c'est quand même pas... C'est par rapport à ce qu'on vit, c'est important. Baisse de la mortalité. Dans tous les pays, au hit parade de la vaccination massive, on ne l'a pas vu. Baisse des hospitalisations, on ne l'a pas vu. Baisse de la transmission, on ne l'a pas vu. Et baisse de la circulation du virus, non seulement on ne l'a pas vu, mais on a vu l'émergence de variants. Alexandra, merci parce que justement, je pense qu'il y a des médecins pour discuter avec vous sur ce sujet. Merci beaucoup je vais faire de m'avoir demandé de participer. Et ce que je voudrais, c'est qu'effectivement, on parle du vaccin parce qu'on est là pour ça. Et je ne suis pas un scientifique non plus, je suis un simple médecin de terrain. Et je dois dire que j'ai d'abord une considération générale pour le vaccin. J'ai été dans les premiers volontaires pour me faire vacciner. J'ai été vacciné le mois de janvier par le Pfizer parce qu'on me l'a proposé. Et je pense que je n'ai pas discuté sur le type de vaccin. Et je pense que dans ma situation et la situation de la majorité des personnes, il faut faire confiance. Il faut rétablir la confiance et avoir un discours dans ce sens. Et je dois dire que pour revenir à la grippe, qui est connue depuis très longtemps et qui ne faisait pas à personne, je dois dire que je me faisais vacciner et je l'expliquais à mon entourage et à tous mes patients et à tous ceux à qui je pouvais l'expliquer que le vaccin était fait pour se protéger, mais surtout pour protéger les autres. Et je pense que c'est avec cette façon de voir qu'il faut aborder le vaccin. C'est très très important. Et il fallait peut-être se vacciner encore plus contre la grippe au début de la pandémie, mais maintenant, car le premier avantage aussi, c'est d'éviter les erreurs diagnostiques et d'avoir un traitement plus facile vis-à-vis du Covid quand on fait un malade du Covid. Enfin, on parle de deuxième, troisième vague, mais il est évident qu'on va avoir affaire à des épidémies saisonnières et que le vaccin, on a de nombreux vaccins nouveaux, mais ils vont évoluer, il y a eu énormément de progrès, et que le vaccin, c'est un apport absolument extraordinaire. Et je tiens vraiment à remercier nos collègues russes de nous apporter le Sputnik. C'est une chance pour le monde entier, car ce vaccin, bon, il y a eu quand même une publication très sérieuse du Lancet, pour parler que ce journal, et qui montre une efficacité considérable. Et en plus, ce qui me paraît très très important, c'est qu'il a peu d'effets secondaires. Et ça, c'est très très intéressant. En plus, il est beaucoup moins coûteux, il est facile d'utilisation, et on peut le conserver facilement dans un frigidaire. Et les médecins de ville, les pharmaciens, enfin n'importe qui parlant, mais on peut vacciner beaucoup plus facilement qu'avec d'autres vaccins que je ne nommerai pas, c'est pas la peine de perdre du temps. Et sur le plan politique, parce que, et là je voudrais, et ça me paraît très très important d'insister là-dessus, c'est que là, toutes les armes sont bonnes à prendre et que c'est un véritable cadeau que la Russie nous fait. Et c'est une occasion politique d'améliorer la collaboration qu'on peut avoir entre nous. Et bon, il y en a qui ont jasé sur le mot Sputnik, qui est beaucoup plus qu'un symbole historique. En plus, ça rappelle quand même que depuis longtemps, la Russie et la France collaborent dans la conquête de l'espace de façon tout à fait efficace et qu'on est parfaitement capable de le faire dans d'autres domaines, notamment dans le domaine de la santé. Et à titre personnel, nous avons une histoire commune depuis des siècles. Nos peuples s'aiment. Nous avons une culture commune dans les arts, la littérature, et la santé, pour moi, est un domaine privilégié qui peut être un vrai socle à notre maison commune. J'insiste sur ce mot qui a été utilisé il y a bien longtemps. Et qu'on devrait en profiter aussi avec ce vaccin Sputnik, d'organiser mieux notre partage des connaissances et des informations. Et là, ça me paraît important, notamment en amont, et je parle à mes collègues russes, car ce qu'on manque à l'évidence dans le monde entier, c'est d'une véritable cellule d'alerte pour les maladies nouvelles et qui peuvent émerger n'importe où et n'importe quand. Je vous remercie de m'avoir donné la possibilité d'intervenir. Je vais essayer d'être bref et je vais essayer de vous parler brièvement de notre vaccin.
et de vous donner quelques informations générales et puis après je pourrai répondre aux questions. Je vais essayer de partager ma présentation. C'est derrière vous. Спасибо, коллеги. Итак, позвольте кратко. Donc, merci, chers collègues. Permettez-moi de vous parler brièvement de notre vaccin. Donc, il s'appelle Sputnik. Il a été enregistré en Russie le 11 août 2020. Donc, comme le premier satellite, c'était le premier vaccin, c'est pour ça qu'on a appelé Sputnik. Et la troisième phase des essais cliniques qui est en train de s'achever a permis de prouver l'efficacité de 91,6%. Это вакцина «Спутник». Il existe seulement... Для сравнения, вакцина AstraZeneca дает эффективность порядка 63%. Plus de 90%. Donc c'est Sputnik, Pfizer et Moderna. Les autres, le vaccin chinois ou Johnson & Johnson, c'est beaucoup moins. AstraZeneca, c'est autour de 66, etc. Donc nous avons pu obtenir un régime de conservation, pas seulement moins 18, moins 20 pendant 6 mois, mais on a déjà testé pendant 2 mois à plus 2, plus 8 degrés. Donc cela prouve qu'on peut, utiliser ce régime de conservation. Il y a 2 composants dans le vaccin. C'est une approche approuvée avec l'utilisation d'adénovirus humains. Ce qui est unique dans ce vaccin, c'est qu'il y a 2 adénovirus humains différents. Contrairement au vaccin à vecteur adénovirus, avec le même adénovirus. Donc ici, c'est l'adénovirus 26 et adénovirus 5. Donc les 2 adénovirus sont humains qui sont utilisés pour la première et la deuxième injection. Les avantages, c'est l'efficacité et la sécurité. L'efficacité non seulement pour la population générale, mais pour la tranche particulière de plus de 60 ans. Ils représentaient 1/6 de toutes les personnes participant aux essais et l'efficacité a été prouvée à plus de 91,8%. Ces vaccins à adénovirus sont utilisés depuis les années 50 et plus de 100 000 personnes ont déjà pu recevoir des médicaments à base de ces technologies d'adénovirus. Beaucoup de pays ont déjà approuvé ce vaccin, plus de 50% ont donné l'autorisation et nous avons déjà organisé des approvisionnements dans plusieurs pays du monde entier. Autour de 5 millions de personnes, je n'ai pas le chiffre plus exact, ont déjà pu être vaccinées par ce vaccin. C'est l'Institut national d'épidémiologie et microbiologie de Gamaleya qui a développé ce vaccin. Et cet institut avait déjà développé un vaccin contre le virus d'Ebola et contre le virus MERS. Le Fonds russe des investissements directs que je représente est le partenaire exclusif de l'Institut de Gamaleya. Comme Oxford coopère avec AstraZeneca, nous sommes le RDIF, le Fonds d'investissement direct, et le partenaire financier de l'Institut Gamaleya. Donc nous participons dans les tests, dans l'enregistrement, dans les ventes et la distribution dans le monde entier de ce vaccin. Voilà l'histoire du développement de ce vaccin. Ce vaccin n'est pas apparu tout d'un coup de nulle part, mais fait suite aux recherches de cet institut. Donc encore une fois, c'est en 2014 que l'institut a développé le vaccin contre le virus d'Ebola, en 2018 le vaccin MERS. Ensuite, il y a eu d'autres recherches pendant des années
Le 11 août, on a enregistré le vaccin. Depuis fin août, début septembre, on a commencé la troisième phase des essais cliniques et le journal Lancet a publié il y a 15 jours les résultats de cette troisième phase. Voilà les avis positifs de différents chercheurs chinois, français, anglais, etc. Nous avons créé un conseil scientifique international avec la participation de virusologues, microbiologues de différents pays du monde qui ont étudié cette question. Comme je vous ai déjà dit, ce vaccin est optimal parce qu'il est à la fois sûr et efficace. On utilise un virus vecteur qui ne peut pas se répliquer et qui permet d'avoir cette réponse immunitaire. On utilise deux sérotypes d'adénovirus humain numéro 5 et numéro 26. Et l'utilisation de ces deux virus vecteurs différents permet d'obtenir une réponse immunitaire plus longue. Et on arrive à stimuler le T-lymphocyte qui permet d'obtenir une réponse immunitaire plus longue et renforcée. Le vaccin Johnson & Johnson utilise également le virus, l'adénovirus humain numéro 26, mais pour les deux doses. Le vaccin d'AstraZeneca utilise aussi le même adénovirus pour les deux injections et c'est l'adénovirus de chimpanzé. Et le désavantage de l'utilisation du même adénovirus, c'est que pour la deuxième injection, l'organisme peut déjà avoir formé l'immunité contre cet adénovirus depuis la première injection et donc il peut être moins efficace. On connaît depuis longtemps ces plateformes à adénovirus et donc c'est déjà très bien étudié. Il y a déjà des preuves qu'à long terme, cela ne représente pas de risque. Il y a plus de 75 publications internationales et plus de 250 études cliniques. Tandis que pour les vaccins ARN messager, on n'a pas encore ce recul. Voilà le désavantage de cette autre technologie. Pour comparer, voilà ce que vous pouvez voir. Il y a beaucoup plus d'informations disponibles sur les adénovirus humains que sur l'autre technologie. En ce qui concerne les essais précliniques, on a fait des essais sur les hamsters, les souris, des macaques et on a reçu une très bonne réponse de 100% et pas d'effets secondaires. Et ensuite, on a fait 2 premiers stades d'essais cliniques avec de très bons résultats sur 76 volontaires et on n'a pas eu d'effets secondaires. Jusqu'à 20%, il y a eu une légère augmentation de température, une légère fièvre de 37-38 degrés pendant 24 heures, mais ensuite, ces effets secondaires disparaissaient. Donc, comme le maximum d'anticorps est enregistré au 42e jour après l'injection et il y a plus d'anticorps, 50% plus que dans l'organisme des personnes qui ont été malades par ce virus. Il y a eu presque 34 000 participants dans les essais cliniques. On a prouvé l'efficacité entre 91,6 et 91,8% parmi les personnes âgées et une efficacité à 100% contre les cas sévères de Covid-19.
On va sortir 2 autres vaccins, c'est Sputnik Light. Ça va se baser sur la première injection, sur le premier vaccin à base d'adénovirus 26. Donc ce sera similaire au vaccin de Johnson & Johnson. Ce vaccin est plus simple pour l'administration, mais l'immunité est plus courte pour 6 mois environ. On travaille avec les organisations internationales parce que l'efficacité du vaccin AstraZeneca n'est pas énorme, autour de 60%, mais on est en train de discuter sur la possibilité d'utiliser pour le booster le vaccin d'AstraZeneca. Et donc, on pense que dans ce cas, il y aura une efficacité de 70-80% et cela permettra de sortir donc ce vaccin combiné avec Sputnik et AstraZeneca, avec donc 2 injections successives, et ça pourrait être fait en masse et pouvoir vacciner une grande quantité de personnes. Voilà, brièvement, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Vladimir. Avant de donner la parole à Léonide qui est légitime pour, je pense, faire ses commentaires, vous avez peut-être déjà des questions à poser, comme ça on va quand même faire une sorte de débat. Par rapport à mon collègue français, j'ai fréquenté des gynécologues, je n'ai jamais vu une gynécologue qui me dise qu'elle prenait tel contraceptif et qu'elle me donne la marque de son contraceptif. Donc c'est quelque chose sur laquelle j'aimerais mettre en garde le corps médical. Au niveau déontologique, je pense qu'il y a quand même un petit souci à dire qu'on s'est fait vacciner ou qu'on ne s'est pas fait vacciner, les deux, et de dire avec lequel vaccin on s'est fait vacciner ou pas vacciner, parce que il y a quand même une impression de publicité, là en l'occurrence pour Pfizer. La deuxième chose, c'est un bilan peut être fait sur la vaccination. Ce qui n'était pas le cas auparavant, dans la mesure où auparavant on n'avait pas le recul qu'on a. Aujourd'hui, on a quand même en Israël presque la moitié de la population qui a au moins reçu une dose 1, et on s'aperçoit que ce soit en Israël, enfin dans le top 4 des pays qui ont le plus vacciné, Israël, Angleterre, Seychelles et Émirats Arabes Unis, il y a exactement la même chose. La première chose, c'est qu'on a commencé la campagne de vaccination au moment où il y avait l'épidémie montée. Ce qui est évidemment pas favorable parce que en général c'est pas ça qu'on fait, et d'ailleurs on vaccine pas d'habitude les populations quand le R0 qui est le taux de reproduction du virus est plus grand que 1, parce qu'effectivement on sait bien que c'est quand même un risque. Et là qu'est-ce qui s'en est suivi? Eh bien vous avez une cloche maintenant qu'on voit qui est en cours de résorption, donc on voit systématiquement on a eu augmentation des cas qui se sont retombés, augmentation des décès Covid et qui est en cours de redescente. Et il y a une caractéristique sur tous ces pics, dans tous ces pays, c'est qu'ils ont atteint le pic le plus haut qu'on n'avait jamais atteint dans l'histoire des pays. Ça c'est grave. Et ça, on peut quand même faire appuyer sur pause et se poser des questions quant à la suite de l'administration. Pourquoi pas de Sputnik, pourquoi pas d'un autre vaccin, mais je pense qu'on n'est pas dans une logique, ou alors ça veut dire qu'on est dans l'obscurantisme encore une fois, de reconnaître que quand il y a des pays qui ont fait des choses qu'on n'a pas encore faites, eh bien on doit avoir l'intelligence de regarder ce que ça a donné, et quand sur 4 pays, ça a donné le pic épidémique le plus intense en termes de décès, ne parlons que des décès Covid-19 consécutifs à la vaccination qui n'était peut-être pas au bon moment en termes de timing, ça pose un problème. Par rapport à mon homologue russe, il y a plein de choses, c'est passionnant, donc il y a plein de choses que j'ai vues, alors ça c'est mon côté scientifique, j'ai vu qu'il mettait « is approved » dans une diapositive, l'essai
l'essai clinique est bien en cours et je crois qu'il se terminera en revanche plus tôt que d'autres comme Pfizer ou autres. Il se terminerait, je crois, en 2021, puisque en tout cas dans le protocole, il parlait de 180 jours et c'était pas clair quand est-ce que ça se terminait. Autre commentaire, j'aurais aimé préciser cette coquetterie de cette stratégie russe Sputnik V sur ces deux adénovirus, parce que ça peut paraître hyper compliqué pour les gens. Et en fait, je trouve que c'est assez élégant. C'est parce qu'en fait, l'idée, c'est de justement présenter la protéine spike avec un adénovirus qui ne soit pas systématiquement le même. Pourquoi? Parce qu'en fait, si la deuxième fois l'organisme revoit le même adénovirus, il va évidemment développer un système immunitaire, non seulement contre la petite protéine spike qu'il a à sa surface, mais aussi contre les éléments de l'adénovirus. C'était pour cela que je pense que Sputnik V, et si j'ai mal compris, il faut me le dire, et c'était pour que le système immunitaire se focus plus sur la protéine spike, et ce qui explique l'attente d'une durabilité, enfin d'une durée plus importante dans le temps de la protection. D'autres aspects, c'est que d'habitude, moi j'adore regarder partout, mettre mon nez partout, c'est mon côté scientifique. Et est-ce qu'il y a une open data de plateforme des effets secondaires? Le point de vue des médecins, par exemple de mon collègue Olivier, et le point de vue des gens qui ne sont pas médecins, ces points de vue ne sont pas pareils. Moi, malgré tous ces titres, Irina, que vous avez dit, j'étais toujours médecin du terrain, comme dit mon collègue français, et j'ai commencé à soigner ces malades il y a un an, en mars de 2020. J'ai commencé à voir ces malades, j'ai commencé à les soigner. Peut-être j'étais un des premiers qui a commencé à utiliser les stéroïdes dans la thérapie de ces malades. Et j'ai vu les malades, j'ai vu le désespoir dans ses yeux, dans les yeux des membres de ses familles. J'ai vu les décès, j'ai vu les morts. J'ai vu les morts non seulement des vieillards, mais j'ai vu les personnes assez jeunes qui mouraient à l'hôpital. Et il y a un an que nous avons compris que la pandémie, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Les États-Unis, ils ont déjà perdu plus de personnes pendant cette pandémie que pendant 2 guerres mondiales. C'est-à-dire, ils ont déjà, ce que j'ai vu, ils ont déjà perdu plus qu'un demi-million de gens qui sont morts aux États-Unis. Chez nous, nous avons les chiffres en Russie, on peut dire que la bonne statistique, c'est pas très correct, je sais pas, mais à peu près, c'est déjà à peu près les 100 000 personnes qui sont mortes de l'épidémie. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand il y a la tragédie que nous avons tous dans tous les pays du monde, quand nous avons déjà perdu 2,5 millions des habitants de la Terre, il faut parler des malades, il faut parler des décès, il faut parler premièrement des tragédies. Et pour lutter contre la tragédie, il faut tout de même comparer les choses qui peuvent nous sauver et les autres choses. Quand les Anglais et les Français, pendant l'évacuation de Dunkerque, Churchill, il a commandé d'utiliser tous les navires, tous les bateaux, toutes les choses qu'il y avait pour sauver les gens. Et si vous savez l'histoire un peu, c'est-à-dire les Français et les Anglais, ils ont perdu les canons, les tanks, tout ça, ils sont gardés, ils sont laissés
en France pour sauver les gens. Voilà, c'est la première chose que je voulais vous dire. L'autre chose, c'est ce que je pouvais vous raconter comme le médecin du terrain. C'est-à-dire, j'ai commencé à soigner ces malades il y a 1 an. Maintenant, quand le vaccin du Sputnik était enregistré, j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui étaient vaccinées par Sputnik. Je ne sais pas, peut-être les autres vaccins sont assez bons, je ne peux pas vous dire, parce que chez nous en Russie, pour l'instant, nous avons que Sputnik, parce que l'autre vaccin, il n'y a pas encore des quantités suffisantes. À Moscou, nous avons aujourd'hui organisé plus que 150 guichets pour vacciner les gens. C'est-à-dire non seulement dans les hôpitaux, mais aussi dans les centres commerciaux, même dans le théâtre. Dans le théâtre d'opéra, à Moscou, au plein centre de la ville, on a le guichet pour la vaccination. Et j'ai déjà vu plusieurs personnes, des centaines de personnes qui étaient vaccinées. Ma famille et moi-même, nous étions vaccinés au mois de novembre. Je suis vacciné moi-même, ma femme, mes beaux-parents, qui ont plus que 91 ans, et nos enfants. C'est-à-dire une seule complication qu'il y avait chez ce que j'ai vu chez les jeunes, surtout chez les jeunes, c'était la fièvre. La fièvre à peu près 38, qui était coupée par une comprimée d'ibuprofène. Moi-même, j'avais un petit œdème ici, à la place de ma piqûre. J'avais peut-être les sentiments que ça me faisait mal un peu, mais dans 2 jours, c'est disparu. C'est-à-dire, j'ai pas vu une personne qui était contaminée et qui est tombée malade après la vaccination. Ce que j'ai pas vu moi-même comme le médecin. Voilà pourquoi ce que je pense qu'il faut utiliser tous les vaccins qui existent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire la différence entre l'origine de ces vaccins. C'est le vaccin russe, américain, français ou n'importe quel. Je pense que la vaccination, c'est la seule route qu'il faut choisir pour terminer la pandémie. Voilà pourquoi je déteste toutes les choses et je ne peux pas vous dire que je suis contre tous mes collègues, parce qu'en Russie aussi il y a les médecins qui sont contre la vaccination, qui cherchent les possibilités de ne pas être vaccinés, mais eux-mêmes, c'est leurs affaires. Mais je suis toujours contre cette agitation contre la vaccination. Voilà pourquoi je pense qu'il faut être vacciné et je pense qu'il ne faut pas donner à nos hommes politiques le droit, il ne faut pas leur donner le droit de diriger par la santé humaine. C'est-à-dire la santé humaine, c'est la chose, pour moi, c'est la première chose dans ma vie, parce que j'ai consacré toute ma vie à la santé publique et à la santé, et je ne pense pas qu'il faut trouver et chercher et trouver n'importe quelle complication. Il faut aller et être vacciné. C'est mon avis. Voilà, peut-être un peu émotionnel, mais j'ai vu plein de personnes qui étaient déjà vaccinées chez nous par Sputnik. Je connais beaucoup de personnes en Israël, aux États-Unis, qui étaient vaccinées par Pfizer. Entre mes malades, entre mes patients, j'ai pas vu même un cas quand la personne était vaccinée et qui est tombée malade par coronavirus. Voilà. Moi, je voulais revenir sur un aspect qui a été un petit peu évoqué dans plusieurs... en fait,
quand on se rend compte aujourd'hui, là on est à plus d'1 an de pandémie, à quel point ce virus a changé nos vies, pas simplement sur la question de sa mortalité, puisqu'il est relativement peu mortel, même s'il y a 2,5 millions de morts dans le monde quand même, mais il a complètement, à tous les niveaux, changé nos vies. Et c'est humain, mais on a des relations internationales qui sont héritées de tel ou tel épisode de nos histoires respectives. Chaque pays a des rapports les uns avec les autres. Et malheureusement, le virus n'a pas changé fondamentalement ça. Et quand il s'est agi d'obtenir un vaccin, ou d'obtenir des vaccins le plus rapidement possible, on est quand même resté avec ces vieux logiciels d'avant et cette espèce de méfiance. Moi, je remarque que sur l'histoire du Spoutnik, en dépit de ce qu'en a écrit le Lancet, qui a fait plusieurs articles d'ailleurs, moi, quand j'étais allé à Moscou, il y avait eu le premier article sur justement la phase 1 et la phase 2, qui donnait déjà des indications extrêmement positives. Et quand je suis revenu, je suis intervenu sur plusieurs médias en expliquant ce que j'avais vu en Russie, pour m'attirer la suspicion, voire l'indifférence de mes confrères, tout simplement parce que c'est un vaccin, il faut le reconnaître, qui venait de Russie. Et là, je dis, quoi qu'on pense de la Russie, quel que soit l'état des relations qu'on a un petit peu esquissé tout à l'heure, compliqué entre la France et la Russie, et particulièrement en ce moment, quel que soit l'état des relations entre les États-Unis et la Russie également, là il s'agit d'une urgence vitale mondiale pour lesquelles, quoi qu'on en dise, les scientifiques russes sont parfaitement compétents. Et donc, il y a toujours, malheureusement, je le déplore, en France, cette espèce de manière de traiter le virus, le vaccin russe, le vaccin chinois. Alors là, on n'en parle même pas, on dit ah bah oui, les Chinois font des vaccins, mais c'est eux qui ont amené la pandémie. Enfin bref, une politisation encore extrême, alors qu'on est dans un cadre d'urgence mondiale absolue. La seule solution, c'est ce qu'ont fait les Anglais, ce qu'ont font les Israéliens, c'est-à-dire une vaccination massive. Vous avez oublié les Américains qui... je rappelle par exemple que les Américains ont vacciné en une seule journée la semaine dernière plus de personnes qu'en France depuis le début de la vaccination, en une seule journée. Donc 3 millions de personnes. Donc là, je pense que voilà, cette course, elle va être importante aussi pour les pays du tiers-monde. N'oublions pas qu'en ce moment, moi j'ai fait un premier reportage au Brésil. En mai, c'était déjà une catastrophe absolue. Là, c'est à nouveau une catastrophe absolue en ce moment au Brésil, qui est redevenu l'épicentre mondial de la pandémie. Donc voilà, donc il y a vraiment une urgence. Et on reste malheureusement, je le déplore, même vis-à-vis de collègues respectables pour le moins, qui continuent à avoir cette espèce de suspicion sur un vaccin qui, tout ce qu'on a lu, en n'étant pas scientifique, hein, je le précise, mais j'ai quand même lu les rapports du Lancet, j'ai quand même pas mal d'avis d'experts sur le vaccin russe. Il semble qu'il ait des résultats tout à fait honorables. Voilà. Est-ce qu'il y a des chances finalement que le vaccin russe arrive en Europe? Effectivement, il est déjà arrivé en Europe. Certains pays l'ont fait en dépit de l'opinion doxa de l'Europe. La France, on est en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il y a une réticence absolue au niveau des instances européennes. En revanche, il y a des pays qui font partie de l'Europe, comme la Tchéquie, qui ont commencé à prendre des dispositions. L'Italie, évidemment, mais pour le fabriquer. La Hongrie aussi a décidé de se tourner vers Spoutnik. Je crois que Spoutnik a été commandé par 46 pays. 46, 49 apparemment. Ouais, ça dépend. Dont beaucoup de pays africains d'ailleurs. Et voilà, donc après, je peux que... voilà, je suis navré qu'il n'y ait pas une sorte d'effort et
on a une course contre la montre à faire contre cette pandémie. Vous avez évoqué la question des variants. Il y a quand même des choses extrêmement inquiétantes. Hein. Le variant brésilien, par exemple, d'après ce que j'ai lu, serait lui plus ou moins, comment dire, les vaccins seraient plus ou moins inopérants sur ce type de variant. Donc voilà, on n'est pas à l'abri, malheureusement, de voir un variant se redévelopper, puisque, si j'ai bien compris, plus la pandémie dure, plus le corona va essayer justement de contourner un petit peu, et il a des capacités d'adaptation, enfin, absolument phénoménales. Mais ça, c'est vous que je vous laisse. Le problème, c'est pas d'être pour ou contre la vaccination, c'est d'analyser les vaccins. Donc il y a différents vaccins qui sont sur le marché actuellement, dont le Sputnik, qui pour des raisons politiques n'est pas encore en Europe, mais j'ai vu que la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne étaient prêts à le fabriquer à partir du moment où la Commission européenne qui donnerait l'autorisation de le mettre sur le marché en Europe. Le problème, nous, médecins, c'est pas de savoir, ça c'est de la politique, et moi je n'en fais pas. C'est de savoir les différents vaccins qui existent sur le marché. C'est l'ARN messager. Moi, je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas un scientifique. Ce que j'ai lu, je rapporte ce que j'ai lu, bien entendu, c'est qu'il va falloir une troisième injection, je crois, 6 mois ou 8 mois après d'ARN messager. Ce que je lis également, ce que j'ai entendu d'ailleurs par nos confrères journalistes, c'est le problème des variants. Est-ce que vous allez faire de l'ARN messager tous les 6 mois, tous les ans? Je n'en sais rien, je ne sais pas. C'est la question qu'on peut se poser. Après, on a AstraZeneca, on a le Sputnik. L'AstraZeneca, c'est un adénovirus de chimpanzé, donc c'est un virus animal. Après, on l'accusait de tous les maux, mais c'est peut-être un vaccin qui, sur le long terme, peut marcher. Mais là, on reviendra tout à l'heure, ce que ça veut dire un vaccin peut marcher, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et le Sputnik, c'est ce qu'on appelle les adénovirus recombinants, qui sont des adénovirus humains. C'est déjà plus rassurant, je trouve, pour un patient et pour un médecin qui utilise un vaccin. On rentre là un petit peu dans un domaine, quand on voit le Sputnik, je dirais, du vrai vaccin. On n'est pas allé chercher un vaccin, je ne sais où. C'est le seul problème qu'il y a, qu'on voit dans la publication du Lancet. D'ailleurs, la discussion qu'il y a, c'est les adénovirus recombinants. Sur la deuxième injection, que le 5, je crois, stimule l'immunité cellulaire sur les lymphocytes T. C'était la critique, je crois, dans le Lancet. Mais c'est un vaccin, et je pense que le problème politique sera rapidement levé. Il faut bien vous mettre dans la tête qu'actuellement sur le marché sont en étude 132 vaccins, et sont en étude d'AMM 92 vaccins. Donc je pense que la polémique que l'on a actuellement, qui est dans l'émotion depuis 3 mois, en disant il faut faire ça, il faut faire ci, moi je l'entends tous les jours. Hein. Je préfère Pfizer, Moderna, ou je préfère AstraZeneca, etc. Je pense que dans 1 an, ça sera terminé. Et on aura un vaccin normal, tous les ans éventuellement, pour répondre à la variabilité d'un être vivant, qu'est le virus. D'ailleurs, je rectifie simplement ce qu'a dit mon autre ami de Paris Match. Le Brésil n'est pas un pays du tiers-monde. Le Brésil, c'est pas un pays du tiers-monde. Hein. Non, c'est pas... Voilà. Mais une chose qui est étonnante, c'est qu'en Afrique, actuellement, il n'y a pas de cas. Moi, je vais en Afrique, il n'y a pas de cas en Afrique, il n'y a pas une grande mortalité non plus. D'autre part, il faut quand même raison garder également. Il y a 2 800 000 morts pour 120 millions de cas. Si on se reporte de la population générale de la grippe espagnole, il y avait... je ne sais pas combien, 80 millions de morts, je crois. On était 2 millions à l'époque, 2 milliards d'habitants à l'époque. Donc c'est comme si vous aviez eu 4 fois plus, donc 360 millions de morts, je ne sais pas combien, avec notre coronavirus. Donc il faut quand même garder raison. Et quand on voit les publications qui ont été faites par Ioannidis, qui est un type de Boston, sur l'épidémiologie de ce virus, on connaît très peu de choses. Donc je pense qu'il ne faut pas rentrer dans l'ultra-képidarialisme, c'est-à-dire de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc la chose qu'on connaît, c'est la réponse de la maladie à l'utilisation d'un vaccin. J'ai entendu tout à l'heure, je contredis mon ami Badelon, un vaccin, on le donne à quelqu'un, et je vois la politique qui est faite actuellement sur les personnels de santé. On dit, il faut que le personnel de santé se vaccine, sinon c'est pas bien, on va contaminer les autres. On n'a pas démontré que ces vaccins empêchaient de contaminer les autres, puisque le vaccin actuellement empêche d'avoir une maladie grave, mais ne vous empêche pas de faire ça, je vais vous décevoir là-dessus. Je ne suis pas sûr que ça supprime les PCR parce que la personne qui est vaccinée ne soit pas porteur du virus et ne transmette pas le virus.
Ce que je veux dire, un vaccin, ça sert, si je vous vaccine madame de la polio, je vous empêche d'avoir la polio, c'est tout. Et un vaccin, ça sert à ça. Donc spontanément, on revient sur le problème du vaccin, on revient sur le Sputnik. Je ne m'occupe pas de politique. Ce que je contacte, c'est le Sputnik, c'est des adénovirus humains, donc ça me tente plus. Sur une expérience du SARS-CoV, là, numéro 1, le MERS, qu'il y avait en Arabie Saoudite. Et je suis assez attiré d'ailleurs par la deuxième formule du Sputnik, qui est le Sputnik Light, je dirais, et qui est juste l'ARN 26, le premier ARN. Voilà ce que j'ai à dire. Mais, pardon, l'adénovirus, pardon. L'adénovirus 26. Et le Sputnik Light a l'air assez attrayant et assez maniable. Et troisième chose qu'il faut quand même comprendre, c'est que toute cette politique de vaccination, on peut accuser les États, etc., c'est vrai, mais il faut savoir, on va prendre l'AstraZeneca, je vous donne ça, je ne fais aucune pub là-dessus. Pour vacciner nous, praticiens, c'est un enfer. Il faut avoir un frigidaire homologué par le ministère de la Santé, une prise de son de température toutes les heures qui donne la température toutes les heures qui est transmise au ministère de la Santé. Il faut avoir l'application Covid pour mettre le... Il faut donner un consentement éclairé au patient. Il faut qu'il attende 20 minutes. Il faut le vacciner. Il faut le garder 20 minutes encore. Je veux dire, c'est pas une vaccination. Vous avez tous tous les médecins ont vacciné. J'ai vacciné tous les jours. Je n'ai jamais vu ça. Donc il y a un problème. Alors je ne connais pas s'il y a des contraintes, je dirais, juridiques avec le Sputnik, mais quand c'est des virus d'origine humaine, il y aura certainement moins de contraintes. Est-ce qu'il y a un risque de la 3e, 4e, 5e vague? Puisque, bon, je ne suis pas médecin, je demande en tant que... Personne ne sait pas, Irina, parce qu'on attend toujours la 3e, la 4e. Pour l'instant, à Moscou, nous avons 9000 lits pour les malades de Corona. C'est-à-dire, pour l'instant, nous avons 3000 lits libres. C'est-à-dire, 6000 personnes sont hospitalisées. Mais maintenant, nous avons la quantité de contamination. Aujourd'hui, c'est à peu près 1000 personnes contaminées. On fait chaque jour plus que 50 000 analyses. C'est-à-dire, ce sont les analyses, les personnes qui arrivent, parce qu'ils pensent que peut-être ils sont contaminés, on fait les analyses, on fait 50 000, c'est-à-dire 1000 contaminations. En ce cas, pour la mortalité, aujourd'hui, c'est 50 personnes par jour. Ce sont les données d'hier. C'est beaucoup mieux qu'il était il y a peut-être 2 mois, c'était peut-être 10 fois plus haute la mortalité non, mais la contamination oui. Et maintenant Moscou, il reste la ville, je pense, un peu plus libre, un peu plus ouverte que les autres villes, les autres capitales de l'Europe. À la réanimation, nous avons aujourd'hui à peu près, c'est-à-dire 500 personnes à réanimation. Voilà, ce sont nos chiffres d'aujourd'hui, à peu près, parce que ça change chaque heure. Mais maintenant, la situation reste beaucoup plus favorable qu'était peut-être quelques semaines, quelques mois avant. Mais on ne sait jamais. Peut-être la 2e vague qui va se terminer, la 3e qui peut arriver, la 4e, et je pense que les médecins, les savants aussi, je pense, ce que nous pensons, que le virus va rester avec nous, comme beaucoup de virus qui sont, si vous voulez, qui restent toujours dans la population. Mais ce que je pense, et je pense que les virusologues, ils pensent la même chose, que le virus, même s'il y a les mutations, mais le virus, normalement, il ne s'intéresse pas de nous tuer. Il s'intéresse de se modifier à la manière de
de ne pas être mortel. Il doit être plus, si vous voulez, il veut rester, mais il ne veut pas nous tuer, parce que avec notre décès, il doit mourir aussi. Voilà pourquoi je pense que les mutations qui peuvent arriver, ils ne doivent pas faire le virus plus virulent et plus mortel. Ce que je pense, mais je veux vous dire que je ne suis pas vraiment un savant virusologue. Je suis toujours un médecin du terrain. C'est l'expression que j'aime beaucoup. Voilà nos chiffres. Je peux vous dire que les chiffres de Moscou, parce que pour toute la Russie, je ne peux pas vous dire, mais je pense que dans toutes les régions de la Russie, la situation devient de plus en plus favorable. Voilà. Je peux terminer par la même expression que j'ai commencé. Je trouve que la vaccination, c'est la seule possibilité d'éliminer la quantité des malades et de tout de même de faire la pandémie plus, si vous voulez, réglée par la santé publique. Merci. Nous avons avec nous président directeur général de la banque Roseximbank, et la question qui se pose est qu'est-ce que vous, en tant que banquier d'ailleurs, proposez aux consommateurs du vaccin? J'imagine du vaccin russe, on parle. Azer, dites-nous tout. Merci. L'offre des mesures de soutien pour les exportateurs de produits et de services russes est représentée des produits de financement pré-exportation et post-exportation dans l'affacturage export. Exim Bank de Russie offre tous les types de garanties bancaires nécessaires à la fois à l'exportateur russe pour la conclusion du contrat d'exportation, ainsi que l'acheteur étranger afin de confirmer la bonne exécution de contrat par l'exportateur russe. Et comme vous savez, la plupart des pays étrangers s'intéressent au vaccin russe contre le coronavirus Sputnik V. Et si nécessaire, Exim Bank de Russie est prêt à fournir l'assistance nécessaire à l'octroi de fonds de crédit pour financer livraison de vaccins. Aujourd'hui, nous participons déjà dans pour parler avec un certain nombre de pays de l'Asie du Sud-Est. Les outils ci-dessus peuvent constituer une solution pour de nombreuses entreprises et pays intéressés par la fourniture de vaccins russes au cause ils rencontrent des problèmes de financement et n'auraient pas la possibilité immédiate de payer les livraisons de vaccins. Nous travaillons en étroite collaboration avec le Fonds d'investissement direct russe dans ce domaine et ainsi Exim Bank russe contribue à la lutte de toute l'humanité contre ces terribles maladies. Merci beaucoup. Merci beaucoup Azer pour cette intervention. C'est la question de nos relations entre la Russie et la France, c'est la question de la méfiance. Et d'ailleurs, pourquoi je reviens vers cette question-là, ce qui est intéressant de savoir quand même, si on parle que de la science, tout le monde sait que l'école scientifique russe est très fiable, connue et sérieuse. Et ce qui est censé penser que finalement, que peut-être ils sont pas tout à fait, ils sont assez légitimes pour parler du vaccin. Est-ce que cette méfiance est pour longtemps, puisque ça touche tous les domaines? Vous le voyez avec vos collègues, on a parlé de la couverture médiatique, on en parle tous les jours. Moi, ce que je trouve dommage dans l'approche qui est faite, qui persiste justement autour du vaccin russe en France, qui est, je le disais, le propre de certains de mes collègues, mais aussi d'hommes politiques, où il y a toujours cette manière de dire « Ah, c'est parce que c'est russe, c'est forcément suspect » ou « c'est forcément... ou c'est bidon », etc. etc. Je trouve que de la part du gouvernement, il y a encore une fois une opportunité manquée. C'est-à-dire que d'un point de vue géopolitique ou diplomatique, on n'est pas obligé de s'entendre avec la Russie sur la question de l'Ukraine, la question du dossier syrien. On n'est pas obligé.
Mais là, on fait avec la Russie ce qu'on fait depuis des années, c'est-à-dire de la diplomatie culturelle. On en voit, je me souviens, j'avais assisté à Moscou à la présentation des reliques de la Sainte-Chapelle. À l'époque, c'était il y a quelques années. Bon, Moscou avait accueilli dans un des musées du Kremlin les vestiges de Saint-Louis. Voilà, donc il y avait ce genre de collaboration existe. C'est une diplomatie quand on n'a pas grand-chose d'autre à offrir en termes de rapprochement, bien on fait ça. Et je me suis dit, mais pourquoi justement ce vaccin ne pourrait pas servir aussi, même s'il n'est pas culturel, même s'il est sanitaire, même si finalement à ce qu'il y ait une forme de rapprochement franco-russe. Et là, on n'est pas dans quelque chose de connoté, on n'est pas dans quelque chose pour lequel il y a des divergences majeures, on n'est pas dans des conflits dans lesquels la France et la Russie se retrouvent aux antipodes, voilà. Mais on est dans une urgence sanitaire, et en plus une urgence sanitaire mondiale. Et pour rephraser ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait avec le déploiement de cette pandémie qu'on a tous, subi un peu à tâtons, quoi, en chacun essayant de trouver comment s'en tirer le mieux, en se disant finalement ça va disparaître. Alors il y a eu plein de phases. L'été avec la chaleur, le virus n'aime pas la chaleur. Bon, en réalité non. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on a découvertes. Nous, en France, on a eu quelques cacophonies magistrales sur, je rappelle l'épisode des masques, où il fallait pas en porter, et puis après c'est devenu obligatoire. Je crois qu'on a même eu en France une période où c'était interdit de porter des masques. Il fallait que ce soit que dans les hôpitaux. Donc il y a eu. Et c'était une bonne décision. Je ne sais pas. En tout cas, entre être interdit, se prendre une amende pour porter un masque et ensuite prendre une amende pour ne pas en porter, c'est vrai que ça montre l'étendue. Bon, il y a eu plein de cacophonies, mais on n'est pas les seuls. Hein, les Italiens, les Anglais. Boris Johnson s'était imaginé que en diffusant le virus le plus largement, finalement, on finirait par s'immuniser collectivement. Il avait peut-être raison, mais devant l'accumulation du nombre de morts, il a dû pratiquer le confinement comme tout le monde, enfin comme beaucoup de pays. Et donc voilà, on a eu tous un tâtonnement, mais on est resté malheureusement sur des prismes anciens. On n'a pas avancé, et je veux dire c'est valable pour d'autres pays, hein. Il y a eu aussi des utilisations politiques. Alors évidemment la personnalité polarisante de Donald Trump n'a pas aidé, mais on peut quand même reconnaître que la vaccination de masse aux États-Unis a été quand même déclenchée par Trump. C'est peut-être le seul point positif qu'il ait eu dans cette histoire du virus, c'est de l'avoir développé. Bon, après, Pfizer qui donne les résultats juste après l'élection américaine, bon, ça c'est autre chose. Mais donc il y a toujours un jeu politique. Mais en tout cas, on a souvent essayé, nos hommes politiques, de tirer de faire de la politique autour de ce vaccin, quoi, finalement. Et malheureusement, là, on avait peut-être encore une belle opportunité pour travailler main dans la main. Elle n'est pas complètement terminée, hein. Il suffirait que la France réfléchisse. Je crois qu'on a entendu tout à l'heure peut-être qu'il y aura peut-être des possibilités d'ouverture entre la France et la Russie là-dessus. On sait que il y a d'autres il y a d'autres vaccins qui et qu'on va peut-être arriver à collaborer. L'Allemagne n'est pas hostile justement à développer Sputnik, ou en tout cas à le produire, ou à faire des joint ventures comme on a vu. Voilà, donc peut-être que ça va, mais en tout cas pour le moment on n'y est pas arrivé. Voilà. Merci Régis. Le mot de conclusion, Stéphane et Alexandra, on est là pour se rapprocher. Est-ce que le vaccination, ou plus largement le sujet scientifique, à votre avis, demain, ça se trouve, il y a une autre pandémie, il y aura d'autres vaccins, d'autres sujets, j'espère pas évidemment, mais qu'il y aura d'autres sujets. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Sanofi aujourd'hui, c'est aussi un sujet, et d'ailleurs, le sujet vaste pour la France. Comment se rapprocher, parce que là, on est là pour se rapprocher de toute façon. Est-ce que le vaccin, est-ce que la science, en fait, est-ce que la science peut nous rapprocher?
Les Russes et les Français. Tout échange entre les hommes peut nous rapprocher. Donc la réponse est oui, avec un grand O. Maintenant, il faudrait qu'on se rapproche sur les bonnes choses. C'est-à-dire sur une histoire actuelle et non pas les poncifs qu'on nous rabat depuis des mois et des mois et des mois, parce qu'en fait, ces poncifs, ils évoluent. Ils se sont complexifiés de la vaccination, ils se sont complexifiés des variants et ils se sont... et puis, il y a du nouveau. Le bulletin épidémiologique mondial est très favorable. Ça fait plusieurs semaines qu'on est sur une descente de la pandémie, une baisse de la pandémie, une baisse du nombre de décès, une baisse spectaculaire la dernière semaine de février de moins 20%, je crois. Donc on voit là qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, qui parallèlement ont un bilan extrêmement contrasté d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre justement, parce qu'il y a ces histoires de variants. Je regardais les variants d'un département à l'autre, c'est pas les mêmes non plus, même en France. Donc on voit qu'on rentre dans un niveau de complexité qui montre bien qu'il faut arrêter. On a la solution pour tous. On nous a dit tous à la caverne, on nous a mis à la caverne, alors ça s'appelait le confinement, mais on a vu que c'était pas la solution. On nous a dit tous masqués, et puis on a vu que c'était pas la solution. Maintenant on nous dit tous vaccinés, et puis là on a vu que c'était pas la solution non plus, grâce aux exemples des pays qui ont le plus vacciné, et puis notamment le Brésil qui rajoute un 5e pays. Donc il est urgent et je crois que ça tombe bien, parce que nos homologues russes, visiblement, ont conscience de cela. Je crois que c'est, à ma connaissance, les seuls qui, dans leur étude, ont comparé à l'immunité naturelle des personnes guéries. Ça veut dire qu'ils ont conscience de cette immunité naturelle. Non seulement ils l'ont conscience, mais en fait, ils l'ont prise en considération. Et c'est évidemment ce qu'on voit, parce que en baisse d'épidémie, de pandémie, on pourra toujours dire que c'est les vaccins, mais enfin, on sait aussi que c'est l'immunité naturelle, c'est toute une alchimie avec le virus, etc. C'est complexe. Donc, on arrête de dire pour ou contre le vaccin, on dit plutôt comment. Ça, c'est intéressant, parce qu'à ce moment-là, on dit comment, et puis du coup, peut-être lequel. Peut-être qu'il y a des indications thérapeutiques, selon les effets secondaires, par exemple, qui vont différencier quel vaccin aussi. Donc, vous voyez comment, puisque la stratégie du tout vaccin, je le répète, a montré un échec en Israël, Émirats arabes unis, Angleterre, Seychelles et potentiellement au Brésil, il faut revoir notre copie. Et ce comment, ça va être génial. Ça serait une interaction formidable avec nos homologues russes, parce qu'ils ont conscience de cette complexité et cette richesse que donne l'immunité naturelle, que donne la possibilité d'une immunité croisée face à des variants. Et puis, moi, j'ai en rêve qu'on travaille sur les traitements. J'ai regardé, je me suis fait traduire les recommandations de traitement du ministère de la Santé russe. J'ai vu que ils avaient envisagé, ils avaient aussi envisagé le traitement, même mis en œuvre parfois l'utilisation de l'azithromycine. Oui, ça n'était pas un crime chez eux, de l'hydroxychloroquine, d'autres aspects d'anticorps monoclonaux qui ont des risques, notamment de créer des nouveaux mutants. Mais voilà, donc en fait, on voit qu'on va pouvoir travailler ensemble sur le traitement, avec un traitement approprié et circonstancié. Moi, j'aurais aimé, dans mon rêve idéal, qu'on travaille sur le mode de transmission. Je considère qu'à notre époque, ne pas ignorer le mode de transmission de ce virus, c'est quand même un échec flagrant. Je ne peux pas croire qu'on n'ait pas pu, au niveau international, avoir suffisamment de compréhension si c'était essentiellement le manuportage, parce que il y a aussi une porte d'entrée dans les yeux, etc. etc. Donc j'aurais aimé qu'on travaille là-dessus avec nos homologues russes, et puis sur notamment l'origine du virus qui a derrière
cette origine, là, une forme d'avenir par rapport à d'autres choses qui pourraient arriver, notamment, est-ce que c'est avec les animaux, notamment, si jamais c'est d'autres origines de laboratoire, et bien à ce moment-là, ça veut dire une organisation différente du travail. Donc vous voyez comment je vois 3 grands axes, traitement avec un traitement circonstancié, encore une fois, du vaccin, de la vaccination, comment, et donc évidemment aussi qui veut dire quel type de vaccin, dépasser le pour ou contre du vaccin que j'en peux plus, je peux plus, ni les monologues complotistes, ni les monologues propagandistes, ni les pour les vaccins absolus, ni les contre les vaccins absolus. Donc vraiment, je crois qu'il faut être grand, et pour ou contre le russe ou pas le russe, j'aimerais juste dire, Régis, il y a probablement que quand vous êtes revenu en France, nous on a vu effectivement le Lancet phase 1, phase 2, qui était par rapport à la qualité du deuxième papier, qui était en deçà. Et du coup, effectivement, nous, la communauté scientifique, on l'a très mal reçu, ce papier. Enfin, c'est vrai que c'était le premier, et on l'a regardé, et il n'était pas de très belle faction. Les Russes sont très... ont fait une autocritique, notamment de leur propre Lancet. Donc moi, je trouve ça, c'est quand même admirable. Je sais pas, on l'a pas vu en France. Hein. Et donc moi, les commentaires critiques, mais avec le positif et le négatif, j'en ai eu de nos homologues russes, d'un homologue italien, anglais et français. Donc voilà, donc ça me semble un débat ouvert où on peut discuter et s'appuyer sur les aspects intéressants. Encore une fois, je le répète, l'originalité quand même dans le travail de Sputnik, c'est aussi d'avoir laissé la possibilité des pays partenaires, enfin voilà, qui achetaient, de faire leurs propres essais indépendants. Ça veut dire, allez-y les amis, si vous voulez faire des essais, faites-les. Ça, je trouve quand même que c'est une marque d'ouverture très très phénoménale. C'est pas ce qu'a fait Pfizer. Donc il y a des aspects évidemment positifs et notamment dans l'évolution de la pandémie qui nous incite d'urgence avant de complexifier terriblement le problème si on continue sur du vaccination massive, tout vaccination, avec toute la logistique et les problèmes de logistique qu'on a vus en France notamment. On vous dit que les médecins vont avoir des vaccins. Ah ben non, finalement, ce serait les pharmacies. Il y a un problème politique, mais le problème politique... la DIC sautera, de toute façon c'est un problème. En ce moment il y a Johnson & Johnson qui sort en Europe, donc vous ne pouvez pas mettre une conjonction d'un autre vaccin, etc. Mais de toute façon il faudra vacciner, le poids politique décidera de vacciner 370 millions d'habitants et le Sputnik sera mis sur le marché à ce moment-là. D'ailleurs, ça existe en Tchéquie, ça existe dans d'autres pays européens. Donc là, il y a un problème. J'ai entendu un chiffre tout à l'heure qui était de 100 milliards de dollars par an. Et je pense que le problème financier, c'est une énorme somme sur toute la planète. Donc initialement, le Sputnik, quelles que soient les publications scientifiques, paraît certainement, de ce qui a été publié, paraît bien. Mais je peux vous dire, sur le terrain, il y a plein de gens pour vous dire, les choses ne sont pas simples. Il y a le problème politique, mise sur le marché, etc. Mais tous les gens vous disent, ah non, je ne veux pas d'AstraZeneca, je veux Pfizer. C'est quand même extraordinaire, non? C'est extraordinaire. Même moi, je ne sais même pas, je sais pas ce que ça peut dire, Pfizer ou Moderna ou AstraZeneca dans 6 mois, dans un an. Mais les gens vous disent, je ne veux pas d'AstraZeneca, je veux Pfizer. Même pas Moderna, je veux Pfizer. Donc pour vous dire, et je pense que dans 6 mois, tout ça sera terminé, Sputnik sera en Europe et il y aura Johnson & Johnson. Avant que les autres soient sur le marché, il n'y aura pas beaucoup d'autres encore. Merci Stéphane sur cette note positive finalement. En quelque sorte, on va terminer. Je vous remercie d'être là.